Ce faisant, vous avez commis un péché grave et impardonnable. Vous avez reçu une réponse insupportable. Alors, dépêchez-vous de déposer vos armes et de vous rendre avant qu'il ne soit trop tard. Le même jour, l'agence appelée Roudao a annoncé que depuis le début des combats, au moins 340 Alaouites avaient été exécutés sommairement et que 120 combattants avaient perdu la vie. En 2012, un mail d'Hillary Clinton, révélé par Wikileaks, indiquait que les commandants israéliens voyaient d'un très bon œil une guerre sectaire entre les chiites et sunnites qui affaiblirait l'Iran et servirait les intérêts de Tel Aviv et de ses alliés occidentaux. Depuis le 6 mars, des rapports font état de violents affrontements sur la côte syrienne, notamment à Latakia et dans les provinces avoisinantes de Latakia et de Tartous. D'après multiples sources locales et internationales, des groupes alaouites auraient mené des attaques contre des points de contrôle et des installations militaires ce jour-là, ce qui a entraîné une répression très sévère de la part des forces de sécurité de Damas et des combattants pro-gouvernementaux. Les axes routiers menant aux zones côtières ont été fermés et les gens qui terrorisent les gens qui sont à la tête du pays ont dépêché des renforts pour mater cette insurrection. Le 8 mars, Ahmed Al-Sahara, président par intérim, a pris la parole pour la première fois depuis le début des affrontements à travers un message préenregistré. Il a affirmé que l'armée poursuivait sans relâche les derniers vestiges du régime déchu, parlant de Bachar al-Assad, et a exhorté les soutiens d'Assad à rendre les armes avant qu'il ne soit trop tard. Ce faisant, vous avez commis un péché grave et impardonnable. Vous avez reçu une réponse insupportable. Alors, dépêchez-vous de déposer vos armes et de vous rendre avant qu'il ne soit trop tard. Je félicite l'armée et les forces de sécurité pour leur engagement à protéger et sécuriser les civils tout en poursuivant les vestiges du régime déchu, ainsi que pour leur rapidité d'action. Je leur rappelle qu'elles ne doivent permettre à personne de transgresser ou d'exagérer dans leur réaction. Et pour empêcher cela, ce qui nous distingue de notre ennemi, c'est notre attachement à nos principes. En renonçant à nos valeurs morales, nous devenons notre ennemi. Et les survivants du régime déchu cherchent une provocation qui les mènera à une transgression et leur permettra de mendier. En conclusion, nous continuerons à traquer les survivants du régime déchu qui refusent toute autre chose que de poursuivre leur transgression et leur tyrannie. Le même jour, l'agence appelée Roudao a annoncé que depuis le début des combats, au moins 340 Alaouites avaient été exécutés sommairement et que 120 combattants avaient perdu la vie. Toutefois, les bilans réels sont bien plus lourds. Certaines estimations faisant état de plus de 1000 morts. Face à cette montée de violence, des milliers de civils, principalement des Alaouites et des chrétiens, ont fui leur domicile par crainte pour leur sécurité et leur vie. Plusieurs centaines d'entre eux, notamment les femmes, des enfants et des personnes âgées, ont trouvé refuge au sein de bases militaires russes. Les musulmans alaouites représentent environ 10% de la population syrienne et sont majoritairement installés dans les zones côtières, notamment à Latakia et à Tartous. Bien qu'il y ait une partie significative qui réside à Damas, c'est la capitale, c'est normal, à Homs et à Hama. Il est à noter que Bachar al-Assad, l'ancien dirigeant, est originaire d'Al-Qarda'a, une localité des montagnes de Latakia où les populations sont essentiellement alaouites. Est-ce que c'est donc une coïncidence qu'ils sont autant attaqués? L'implication d'Ahmed al-Shahar, alias Mohamed al-Joulani. C'est le même type, c'est pas parce qu'il a changé de nom entre-temps. Ne vous dites pas que c'est une autre personne, c'est le même homme. L'implication de Mohamed al-Joulani et de son groupe HTS rend la persécution des minorités syriennes, c'est-à-dire alaouites, chrétiens et druzes, presque inévitable. Depuis le début du conflit en 2011, les factions sunnites radicales ont mené des exactions contre les communautés incluant exécutions, tortures, esclavage, destruction de lieux de culte, etc. Les groupes les plus impliqués dans ces crimes étaient Jabhat al-Nusra et l'État islamique. Avant de continuer, abonnez-vous parce que c'est gratuit. Objectif 200 000 abonnés. Parmi vous, est-ce qu'il y a des fans de football ou d'autres sports? Nous avons créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Ivan Prime. Vous aurez des vidéos autour du sport, analyse, histoire, review de matchs et un tas d'autres choses. Une première vidéo donne déjà un avis impopulaire mais qu'il faut quand même écouter sur la légende du football Messi. Le lien est en description. Aussi, certaines vidéos de la chaîne sont doublées en anglais. Je parle du même genre de doublage que sur les chaînes comme MrBeast ou encore Kevin Tran. Donc, vous pouvez partager ces vidéos à vos contacts qui parlent anglais. Pour reconnaître les vidéos doublées, vous verrez sur le titre la mention doublage en anglais, écrit comme ceci. Ensuite, vous allez dans les paramètres, piste audio et vous choisissez la langue. Nous sommes en train de fournir un effort considérable pour doubler toutes les vidéos de la chaîne en anglais. Ça va prendre un peu de temps. Merci pour le soutien. Revenons au sujet. Depuis le coup d'État en Syrie, les divisions sectaires ont suscité plusieurs vagues de contestation, à la fois dans la rue, sur les réseaux sociaux
et j'en passe. L'incendie d'un arbre de Noël, par exemple, dont la vidéo s'est propagée en ligne, a provoqué une vague d'indignation et nourri des craintes de persécution visant les chrétiens et les autres minorités. Des images de pillage d'églises ont récemment circulé, ce qui a encore plus renforcé cette inquiétude. Si plusieurs médias comme Al Jazeera, The Guardian, CNN rapportent que les combats se poursuivent entre les loyalistes d'Assad et les forces du régime actuel, cette classification est réductrice, elle est mensongère même à la limite. Assimiler tous les combattants à des soutiens d'Assad, c'est cacher le fait que les conflits en Syrie sont aussi marqués par une violence collective contre certaines communautés. L'histoire du pays montre d'ailleurs que la stigmatisation de groupes entiers a toujours été un facteur clé dans les violences politiques. D'ailleurs, c'est très fort probable que les forces du régime ne soient pas les seules impliquées. Depuis 2011, la Syrie est le terrain de nombreux milices opérant de manière autonome et il n'est pas rare que des factions armées règlent leurs comptes entre eux directement. Une partie des sunnites soutient avec ferveur Mohamed al-Jolani, ce qui alimente inévitablement des préjudices et des violences à l'encontre des Alaouites. La discrimination et la fuite massive de chrétiens au Moyen-Orient sont des phénomènes bien documentés mais minimisés. Leur taux de départ est disproportionné par rapport aux autres populations du Levant, une tendance qui dure depuis plus d'un siècle. Parmi les causes, on retrouve la persécution religieuse, bien évidemment, c'est inscrit dans les gènes des religions, le nettoyage ethnique dans la même lancée et diverses formes de discrimination amplifiées par les conflits. Ainsi, avant la guerre en Syrie en 2011, la communauté chrétienne était estimée entre 1,5 et 2 millions d'individus, soit environ 10% de la population. En 2020, ce chiffre était tombé à 450 000, la majorité ayant fui en Amérique du Nord et en Europe. Aujourd'hui, certains estiment que leur nombre pourrait être inférieur à 300 000. Vous voyez, ça c'est entre 2011 et 2025. Donc, qualifier le massacre en cours d'opération audacieuse pour éradiquer les saboteurs anti-gouvernementaux est non seulement mensonger, mais aussi révoltant. C'est insultant. Le Moyen-Orient, c'est le berceau du christianisme avant même l'émergence de l'islam. La zone abritait autrefois les peuples majoritairement chrétiens, comme les Coptes, les Noirs venus d'Égypte, les Assyriens, les Chaldéens, les Arméniens, les Nubiens, qui sont les Noirs venus d'Éthiopie, de ce qu'on appelle Éthiopie aujourd'hui du moins, ainsi que des Araméens. De nos jours, on constate qu'il y a peu d'endroits qui garantissent une véritable coexistence entre les communautés religieuses. Et je vous ai dit, c'est parce que c'est dans les gènes de ces religions. Je trouve quand même terrible de constater que les nouvelles autorités syriennes, qui n'arrêtaient pas de dénoncer la répression brutale exercée par Bachar al-Assad contre les civils, notamment lors du printemps arabe de 2011 à 2012, reproduisent aujourd'hui exactement les mêmes méthodes. Exact. L'utilisation de la force contre les opposants et des répressions sanglantes, très sanglantes même, des manifestations, c'est devenu monnaie courante, c'est devenu habituel. L'hypocrisie est donc évidente. Actuellement, ceux qui sont là sont juste là pour leurs intérêts et jamais le bien ou l'intérêt d'une quelconque population qu'ils auraient sauvée. La preuve encore, c'est que ces derniers jours, les choses ont empiré. Les réseaux sociaux sont inondés de vidéos montrant des atrocités commises contre des civils, c'est-à-dire sur des civils alaouites, chiites et chrétiennes. Commises par qui? Les milices du nouveau régime soutenues par l'Occident, qui est judéo-chrétien en passant. Pourtant, les médias occidentaux restent super silencieux sur cette épuration programmée depuis. C'est une épuration programmée depuis une longue date, ayant soutenu les terroristes opposés à Assad, malgré leur appartenance à la mouvance Daesh. Les médias occidentaux continuent de parler avec bienveillance tout développement de la situation qui serait favorable à Israël, comme on a d'ailleurs tous vu la couverture scandaleuse du génocide à Gaza. Si ces massacres de centaines de civils en Syrie avaient été imputés au régime d'Assad, à ses forces loyalistes ou encore à la Russie en Ukraine, les médias occidentaux allaient faire des gros titres pendant plusieurs jours. On allait nous inonder de descriptions macabres d'exécutions sommaires, de femmes et d'enfants éliminés, de villages brûlés et tout un tas d'exactions. Les noms et les visages des victimes allaient même être diffusés en ligne. Ils auraient montré autant d'atrocités qui feraient réagir le Conseil de sécurité de l'ONU et allaient même justifier des sanctions internationales, voire l'envoi des forces de maintien de la paix, n'est-ce pas? Mais puisque ces crimes sont perpétrés par les rebelles soutenus par l'Occident, les médias ignorent ou encore minimisent, décrivant les victimes comme étant de simples dommages collatéraux de combat survenus dans le bastion d'Assad. Voilà, c'est tout. Donc, en plus, c'était même des rebelles. Voilà. Du moins, les nouveaux rebelles. Parce qu'il y a encore quelques mois, c'était Al-Jolani le rebelle. Or, ces populations ne sont pas tuées dans leur lien ou à cause de leur lien présumé avec l'ancien régime, mais uniquement en raison de leur appartenance religieuse. Les images se multiplient. On voit des terroristes se filmer
filmés fièrement, tout contents, en train de faire des tueries méthodiques, maison par maison, village par village. Leur objectif assumé, c'est l'extermination des minorités confessionnelles. Et ils vont jusqu'à bombarder des quartiers résidentiels, loin de toute zone de combat, bien évidemment. Ce sont des quartiers résidentiels. Leur idéologie héritée de Ibn Taymiyyah, figure du wahhabisme dominant en Arabie Saoudite. Ibn Taymiyyah érige le massacre des mécréants en principe fondamental. Vous savez ce que c'est que les mécréants dans l'islam. L'Occident a déjà expérimenté et financé la création de monstres comme Al-Qaïda. D'abord financé à la base, financé et armé pour contrer la Russie et l'URSS. Aujourd'hui, le schéma se reproduit. Daesh et Al-Nusra, soutenus par l'Occident et ses alliés, là je parle de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, du Qatar, sont validés tout en connaissance de cause, sachant qui ils sont et ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Malgré leur barbarie notoire, leur barbarie impressionnante à la limite. Le discours politico-médiatique continue de les présenter comme des révolutionnaires démocrates. Mais bien sûr, et pour eux, pour les médias occidentaux, les massacres ne seraient qu'un dérapage, un dommage collatéral. Tandis qu'Al-Joulani, terroriste devenu président, est traité comme un partenaire respectable. Bravo. La preuve ultime de cette hypocrisie, c'est que l'Union européenne l'a convié, l'a invité à Bruxelles pour pouvoir parler de la Syrie le 17 mars 2025. Admettre la réalité serait beaucoup trop embarrassant pour ces médias-là. Ceux qui ont longtemps défendu des égorgeurs modérés, des assassins modérés. Maintenant, les civils trouvent refuge où? Dans les bases militaires russes ou encore chez leurs voisins irakiens ou libanais. La Turquie, quant à elle, continue de financer et d'armer les groupes terroristes en Syrie. L'attitude de la communauté internationale et des médias occidentaux qui ont affiché leur partialité durant le génocide à Gaza récidive actuellement en Syrie. Et c'est impardonnable. Ces gens ne vont pas l'oublier. En 2012, un mail d'Hillary Clinton révélé par Wikileaks indiquait que les commandants israéliens voyaient d'un très bon œil une guerre sectaire entre les chiites et sunnites qui affaiblirait l'Iran et servirait les intérêts de Tel Aviv et de ses alliés occidentaux. Tout se déroule donc comme prévu selon leur plan qui date de 2012. Quand Israël va décider d'annexer de nouveaux territoires syriens sous prétexte de protéger la minorité druze, c'est seulement à ce moment-là que les massacres vont passer dans les médias. Quand on va parler d'un tas de trucs qui ne sont vraiment pas jolis et qu'on va remonter comme ça toute l'histoire de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Au moment où je fais cette vidéo, le peuple syrien est en première ligne face à l'horreur. Mais personne n'est à l'abri de la menace takfiri. Je le dis pour les occidentaux, confortablement assis dans leur pays bâti sur le sang des innocents. Lorsque vos descendants vont payer, parce qu'ils vont payer, ils vont pleurer expliquant qu'ils ne méritent pas ça. Ou vous allez pleurer expliquant que vous ne méritez pas ça parce que vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là quand vos aïeux le faisaient. Vous n'étiez pas là quand vos grands-parents le faisaient. Donc voilà, vous ne méritez pas de souffrir. Lorsque vous leur direz ça, parce que vous allez leur dire ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Sachez qu'à ça, les autres vont répondre, nous aussi, nous étions innocents quand vos parents nous faisaient ça. Et c'est comme ça qu'il faudrait équilibrer les forces. Parce qu'aujourd'hui, il y a des innocents qui souffrent. Ce n'est pas quand il faudra se venger que vous allez commencer à dire oui, on est innocent, on n'était pas là. Rien à foutre. Absolument rien à foutre. Nous étions aussi innocents. Tout le monde était innocent. On voit actuellement que ce sont des groupes criminels qui contrôlent la Syrie. Ils forment maintenant un groupe surnommé les 5 familles. Jusqu'à les gars font des plans et des stratégies économiques et politiques. Bien que leur faction basée à Damas tente de rassurer avec des discours sur la relance du tourisme, je pense que c'est mieux d'étudier leur mode opératoire avant d'envisager un voyage dans ce pays. Le véritable atout de ces nouveaux dirigeants syriens réside dans leur expertise criminelle, c'est-à-dire assassinat, pillage, enlèvement, trafic de tout genre. En ce moment même, les milices turkmères de Djolani, alliées au tristement célèbre casque blanc, jettent les corps de leurs victimes alaouites et arméniennes dans les fosses communes ou les font disparaître dans la mer. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Pendant ce temps, il y a certains membres de leur réseau qui infiltrent les villes côtières syriennes, se faisant passer pour des habitants de Latakia, Tartouz, afin de pouvoir tromper les inspecteurs de l'ONU. D'ailleurs, je pense même que ça, c'était plutôt une stratégie de l'OTAN. Ouais, je pense que c'est l'OTAN qui leur a proposé cette stratégie-là. Juste pour faire bonne figure sur le papier, que les rapports arrivent rapidement. Qui souhaiterait actuellement vivre, séjourner dans un pays dirigé par ces criminels? D'autant plus que leur priorité n'est pas la diplomatie, mais le massacre systématique des minorités, comme je le dis depuis le début de cette vidéo. Ces derniers, autrefois proches du président Bachar al-Assad, vivaient dans les quartiers UP de Damas et d'autres villes où l'immobilier atteignait des sommets. Maintenant, les nouveaux maîtres du pays, des Tchétchènes, des Ouzbeks, des Ouïghours, s'approprient leur luxueuse demeure. Et ils le font comment? Par la force, expulsant les propriétaires sous la menace ou
ou encore en les exécutant, tout simplement. Ce phénomène s'étend jusqu'aux zones côtières, où c'est la loi du plus fort qui règne. Les minorités sont dépossédées et chassées vers les montagnes, d'où elles assistent impuissantes au pillage de leurs terres agricoles. Les oliveraies qui sont maintenant arrachés sans pitié sont expédiés vers la Turquie. Mais la part du gain ne s'arrête pas là. La mafia locale a trouvé un filon encore plus lucratif. C'est l'or. Depuis l'Antiquité, l'or est le refuge économique en Méditerranée. Les minorités du nord de la Syrie, conscientes des instabilités politiques récurrentes chez eux, possédaient de l'or en petite quantité pour pouvoir faire face aux coups durs. Mais aujourd'hui, les bandes armées de Jolani sillonnent comme ça les villages, village par village, comme je disais, pour pouvoir torturer et dépouiller les habitants, à l'image des Ottomans lors du génocide arménien. Alors pourquoi travailler quand on peut simplement voler des gens avant de les assassiner? C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Avant l'effondrement de la République arabe syrienne, Idlib était un véritable paradis criminel qui regorgeait de voitures de luxe, d'électricité illimitée et de marchés d'esclaves. Tout ce qui n'était pas consommé sur place était expédié vers Chypre, plaque tournante du blanchiment d'argent et du trafic international. Idlib a servi de point de transit pour les ressources pillées, ressources qui étaient par la suite envoyées en Turquie et elles étaient ensuite blanchies dans l'immobilier chypriote. Aujourd'hui, les djihadistes possèdent d'immenses propriétés et leurs gangs clandestins inquiètent les populations locales. Comment ne pas? Leur emprise sur le livre syrien leur permet d'organiser une gigantesque escroquerie monétaire. Le livre syrien, c'est leur monnaie, tout simplement. Par exemple, le taux officiel du livre syrien tourne autour des 15 000 pour $1. Les mafieux de Jolani imposent leur propre taux de conversion. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les normes internationales, pas du tout. Et ils imposent parfois le double de la valeur réelle de la monnaie. Parce que tout le surplus là, ça entre dans leur poche. Ils transfèrent directement ça dans leur compte à Chypre. Ce détournement affaiblit encore davantage la population syrienne, déjà privée de ressources essentielles. Le système Hawala, longtemps accusé par l'OTAN de financer le terrorisme, était en réalité un dernier recours pour les marionnettes syriennes, tentant d'envoyer de l'argent à leurs proches. Donc l'OTAN était au courant et empêchait malgré tout les Syriens de pouvoir envoyer de l'argent à leurs proches. Ça, ils qualifiaient d'activité criminelle. Mais bizarrement, les vraies activités criminelles ne souffraient de rien. Ils ne voyaient rien. Ils étaient toujours dans les enquêtes. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Bien sûr que ça l'est. Comment est-ce que ça ne le serait pas? C'est directement une complicité. Avec la mainmise de ces 5 familles sur ce circuit financier, la situation est devenue dramatique. Encore plus, oui. Ça va toujours de mal en pire. Beaucoup de Syriens utilisent désormais Chypre comme point de transit pour leurs transactions, ce qui offre à la mafia locale un contrôle absolu sur ses fonds. Dans ce contexte, l'idéologie djihadiste et les ambitions criminelles se confondent, ça se mélange, ça devient même identique. Des extrémistes européens, comme Assil Kashif, incitent les combattants de Jolani à exterminer les minorités syriennes, tout en veillant à éviter toute preuve compromettante, bien sûr. Mais les images accablantes circulent. Face à ce chaos, la mafia chypriote reste l'un des principaux bénéficiaires. Chypre est depuis longtemps un centre de trafic humain, de contrebande et de blanchiment d'argent. Ces banques, déjà épinglées pour leur opacité, continuent d'opérer sans réel contrôle. Si un pays comme Chypre ne faisait pas partie du système européen corrompu, frappes aériennes auraient déjà été effectuées pour pouvoir mettre fin à ces opérations criminelles. Mais en Europe, on ne l'oublie pas, zone dirigée par des bureaucrates corrompus, les pays criminels prospèrent en toute impunité. Quant à la Libye, en dehors des marchés d'esclaves, des abus collectifs, vous voyez de quoi est-ce que je parle, et des pillages massifs de ressources pétrolières sous couvert, sous la protection de l'OTAN, un autre élément mérite l'attention. Tony Blair et ses complices ont détourné d'immenses fonds de pension que le gouvernement Kadhafi avait placés dans les banques à Chypre. En combinant cela aux avoirs irakiens volés après la chute de Saddam et aux déclarations de l'ancien président syrien Assad sur l'effondrement du système bancaire libanais, on comprend mieux comment est-ce que tout ce réseau fonctionne. Avant d'évoquer toute hypothèse de représailles contre Chypre, il convient de rappeler que les bases britanniques d'Akrotiri et d'Ekelia, situées respectivement au sud-ouest et au sud-est de l'île, sont des territoires souverains du Royaume-Uni, donc ça appartient à l'Angleterre. Ces territoires, maintenant, vu que ça appartient à l'Angleterre, servent non seulement de point stratégique pour les frappes de l'OTAN contre le Liban, Gaza et le Yémen, mais aussi pour pouvoir surveiller la Syrie et même espionner les populations de Chypre elles-mêmes. Dans ce contexte, la situation au nord de Chypre mérite une compréhension particulière. Cette zone sous occupation turque est devenue un centre névralgique pour diverses activités illicites, notamment sous l'œil complice de certains acteurs internationaux. Avant même l'intervention russe en Ukraine en 2022, le territoire était déjà le foyer d'escroquerie impliquant notamment les réseaux liés au milieu ukrainien et à des personnalités comme Hunter Biden, le fils
fils de Joe Biden, un autre cas en termes de criminalité. Donc, la libre circulation entre la Turquie et le nord de Chypre offre un terrain propice à la contrebande d'hommes et de matériel vers la République de Chypre. La République de Chypre, c'est la partie grecque de l'île, qui, elle, est membre de l'Union européenne, mais pas membre de l'OTAN. La situation rappelle d'autres stratégies ayant conduit à des bouleversements majeurs au Moyen-Orient. L'objectif ultime, c'est de remodeler la région selon une vision simpliste, c'est-à-dire opposer l'OTAN et Israël, présentés comme les forces du bien aux populations musulmanes sunnites, tout en éliminant les autres groupes ethniques et religieux. Comme je dis, l'Occident est fondé sur le sang, est basé sur le sang, parce que cette idéologie conduit à l'éradication de l'arabisme laïque. Le même schéma s'était déjà produit avec le génocide arménien et la Nakba palestinienne. Si le Royaume-Uni avait réussi à arrêter à l'époque les résistants de Chypre, de Léoka, et même trahir l'archevêque Macario, il devrait aujourd'hui en toute logique pouvoir démanteler tous ces circuits de blanchiment d'argent et de trafic humain liés à Jolani. Bien évidemment à condition qu'ils le veuillent, mais ils ne le veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, les ramifications de cette mafia de Chypre s'étendent depuis les zones de guerre jusqu'au cercle du pouvoir européen, ce qui contribue comme ça à faire un chaos terrible et à l'essor de groupes extrémistes. Pour contrer cette dynamique, il ne s'agit pas seulement de frotter en surface, mais bien d'éradiquer en profondeur ce système de corruption qui gangrène l'Union européenne et qui, comme ça, dans leur gangrène, pollue le monde entier jusqu'à ça touche l'Afrique. Quand on comprend le monde, on comprend ce qu'on vit même dans nos villages, même tranquille à la maison. On comprend pourquoi X entraîne Y ou pourquoi est-ce qu'on vit Z. Et une fois que l'on comprend ça, on ne perd pas le temps à mener des combats inutiles. On touche directement la maladie. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Je vous laisse avec la question. Quelle est la principale raison du blocage des négociations entre la République de Chypre et la République turque de Chypre du Nord? A. L'opposition de l'Union européenne à une réunification. B. Le refus de la Turquie de retirer ses troupes stationnées au nord. C. Le manque de ressources naturelles sur l'île. D. Le rejet de tout accord par la Russie. Mets pause et écris ta réponse en commentaire. Abonne-toi et like cette vidéo. La réponse à la question c'est B. Le refus de la Turquie de retirer ses troupes stationnées au nord.